Bonsoir tout le monde. Oui. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Kimna Liberté. Je suis éducatrice spécialisée à l'Association Panthère depuis maintenant 8 ans. Je suis une passionnée du TDAH. J'ai une équipe de passionnés avec moi depuis des années. Puis on a développé là, certaines expertises à ce niveau-là, puis surtout au niveau du travail. Donc ce soir, ben, ça me fait plaisir de de vous faire part d'une de mes passions. Et je vais partager mon écran. Donc, au niveau de ce soir, le but de la rencontre, finalement, c'est de comprendre les défis qui sont associés au niveau du TDAH, trouver des accommodements au niveau des stratégies d'adaptation, euh, au niveau du travail, et de voir aussi comment, ben, est-ce que je nomme au niveau de mon employeur si j'ai un TDAH? Puis les pour, les contre, mais on va aller voir aussi le côté, la vision de l'employeur. Donc, au niveau du CDH, ben, c'est un trouble neurodéveloppemental qui est principalement au niveau d'origine héréditaire dans la majorité des cas. On parle de 80-85% des gens qui fait qu'il y a une propension héréditaire. Au niveau de la population générale, on va parler d'entre 5 et 9 des gens qui vont avoir un TDAH. Au niveau des adultes, ça se situe autour euh, de 4 On a l'impression que c'est davantage, plus répandu qu'auparavant. Par contre, ben, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. Le rythme de vie qui est qui est plus accéléré. Hein? On est bombardé d'informations constamment. On, on nous demande aussi d'être plus performant. Donc, le rythme de vie est très rapide. Les moyens de se divertir sont facilement accessibles. Le travail est beaucoup moins physique qu'auparavant, ce qui fait que ça rend, pour les personnes qui ont un TDAH, avec l'hyperactivité, mais si je n'ai pas le moyen de me dépenser physiquement, mais ça peut avoir un impact. On a une connaissance qui est plus répandue, qui est plus, on a une meilleure connaissance, excusez, je bafouille. On a une meilleure connaissance de la condition hein, au niveau du TDAH, donc avec les études, avec les recherches, on en apprend à tous les jours sur le TDAH, donc on est plus en mesure d'en parler, puis au niveau des médias également, on en parle davantage, il y a plus de sensibilisation à ce niveau. Et bien, au niveau des diagnostics, les outils diagnostiques sont plus avancés, ce qui permet d'avoir des meilleurs diagnostics. Donc, c'est ce qui me donne l'impression qu'il y en a plus, mais il n'y en a pas plus euh, dans les faits. Au niveau du marché du travail, on estime, au niveau du Canada, on estime qu'il y a 519 650 personnes qui sont affectées, qui ont un TDAH. Je ne suis pas affectée, je n'aime pas ça. Qui ont un TDAH parce que certaines ne seront pas affectées, certaines personnes vont l'utiliser comme une force et c'est génial. Donc, au niveau du DSM-5, qui est le dictionnaire au niveau de la santé mentale, la cinquième édition, c'est le répertoire de tous les troubles de santé mentale, des troubles neurodéveloppementaux, qui est utilisé qui est un, vraiment le répertoire et qui est utilisé au niveau des diagnostics. On explique qu'il y a trois classifications, trois sous-types de TDAH. Donc, on a le TDAH à prédominance inattentive, qui est plus connu sous le nom de TDA. Par contre, on se rend compte que l'hyperactivité est beaucoup plus cognitive, donc ça ne paraît pas. On a le déficit de l'attention à prédominance hyperactif impulsif, qui est le TDAH, mais on va dire euh, des fois, on va voir TDAH-I au niveau de l'impulsivité. Et on a le TDAH de type mixte, donc qui regroupe l'inattention, l'hyperactivité, l'impulsivité.
La façon que ça se présente chez chaque personne peut varier, hein. Chaque personne est unique, donc ça peut varier selon différents facteurs, hein, la personnalité, le tempérament, pardon, l'entourage, les vulnérabilités vont affecter vont impacter la façon que le TDAH va se manifester. Euh, Au niveau, on a différents, je vais vous passer sur play en même temps que je vais faire mes mythes. Il y a différents mythes et réalités, hein, au niveau du TDAH. Hein, on va les faire un à un. Hein, le TDAH n'est qu'un problème d'enfant. Évidemment, la réponse est non. Hein, c'est faux. Dans 50% des cas, on voit que les manifestations vont se résorber à l'âge adulte, mais on a un 50% des adultes qui vont toujours avoir des manifestations à l'âge adulte. Ça peut être expliqué par la maturation du cerveau. Hein, le cerveau, au niveau d'une personne neurotypique, va se développer jusqu'à 25 ans dans les meilleures conditions. Pour une personne qui a un TDAH, mais ça peut prendre plus de temps. On peut se rajouter là, quelques années pour permettre au cerveau de maturer. Ce qui fait que pour certaines personnes, pour qui c'est vraiment une question d'immaturité neurodéveloppementale, ben, on va avoir une résorption, une dispersion des manifestations. Ensuite, le TDAH est causé par une mauvaise éducation parentale ou une mauvaise alimentation. C'est faux. Hein? Ça peut augmenter les manifestations associées au TDAH, mais ça n'est pas la cause. On va en parler tout à l'heure de l'hygiène de vie. Le TDAH, c'est juste une excuse pour le comportement paresseux ou indiscipliné. Hein? Moi, je dis souvent, c'est pas un problème de vouloir, c'est un problème de pouvoir. C'est pas parce qu'on ne veut pas, mais c'est vraiment parce que on a de la difficulté à mettre les stratégies en place pour pallier aux difficultés. Le TDAH affecte que l'attention. Effectivement, le TDAH va affecter les fonctions exécutives, dont la mémoire de travail, l'activation, la planification, l'organisation. On va aller les voir tout à l'heure. Puis on voit même des situations, finalement, des exemples sur des difficultés que les gens qui ont un TDAH vivent au quotidien. Les personnes qui ont un TDAH ne sont jamais capables d'être attentives. C'est faux. Hein? Au contraire, quand ils sont intéressés par quelque chose, par un sujet, par une tâche, ils sont vraiment capables de tomber en mode hyper focus. Donc, quand c'est inintéressant, quand je ne vois pas d'intérêt, que c'est monotone, ben là, oui, une personne peut avoir plus de difficultés à demeurer attentive. Et les personnes atteintes de TDAH ne peuvent pas réussir académiquement ou professionnellement. C'est faux. Hein, ils comprennent bien, les gens qui ont un TDAH, qui comprennent bien leur fonctionnement, qui sont bien accompagnés, compris, puis qui voient leur force, qui mettent leur force à contribution, même vont réussir à coup sûr. Puis dans les métiers où on voit quand même un haut taux au niveau du TDAH, ben, au niveau de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir un TDAH au niveau des urgentologues. Surprenamment. J'avais vu un reportage il y a quelques années, une urgentologue qui disait c'est le milieu parfait pour une personne qui a un TDAH. On est toujours occupé, on est toujours stimulé. Donc, quand on met les forces à contribution, ben, ça peut faire développer, puis ça permet de réussir académiquement et professionnellement. On respire. Au niveau des fonctions exécutives, tout à l'heure, j'expliquais que ça affecte le fonctionnement exécutif. Donc, les fonctions exécutives, c'est les habiletés cognitives qui permettent l'exécution d'une tâche orientée vers un but. Hein, c'est ce qui nous permet de fonctionner, pardon, quand on a une tâche nouvelle ou imprévue. C'est là que nos fonctions exécutives vont entrer en action. Autrement, on est sur un pilote automatique. Il y a des choses qui sont bien intégrées puis on n'y pense plus. Par exemple,
comme adulte, des fois, le brossage de dents ou la routine du matin. On fait toujours la même chose. Par contre, arrive un imprévu. Là, c'est plus difficile. On a plus de difficultés à réajuster nos routines. Donc, c'est là que nos fonctions exécutives vont s'activer. Mais on va aller les voir. La mémoire de travail. La mémoire de travail est intimement liée à la mémoire à court terme, hein, qui se situe au niveau du cortex préfrontal. C'est ce qui nous permet de prendre une information, de la retenir et de l'appliquer en même temps. Un exemple où on voit des difficultés avec la mémoire de travail, on nous demande d'aller dans une pièce chercher un objet ou quelque chose. On arrive dans la pièce, puis tout d'un coup, on oublie qu'est-ce qu'on a cherché. Hein, on ne se souvient plus, on n'est pas en train de faire, on s'apprête à faire du travail, on sait qu'on a une tâche à faire, mais on ne se souvient plus c'est quelle tâche qu'on doit faire. C'est là qu'on va voir la mémoire de travail. Au niveau de l'activation, c'est ce qui nous permet de démarrer une tâche qui va demander un effort mental supplémentaire. Si la tâche est ardue, on va voir apparaître la procrastination. Hein? On va repousser dans le temps. On pourrait comparer ça à un démarrage à distance. Hein? Quand il fait moins 30, moins 35 l'hiver, il faut chauffer la voiture, hein, avant de partir, parce que des fois, sinon, ça vire. Par chez nous, on dit ça vire carré. Hein, la voiture, elle vire raide. Donc, on va un peu se préparer, se mettre en action. L'activation nous permet de faire également des transitions de façon adéquate. Hein? Qu'est-ce qu'on va voir comme manifestation? La tendance à la procrastination ou, au contraire, si je suis dans une tâche qui est inintéressante ou désagréable et que là, je dois changer vers une tâche qui est davantage stimulante, je ne ferai pas la transition adéquatement. Je vais laisser tomber ce que j'avais à faire sans terminer correctement. Puis, je vais m'en aller dans quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Au niveau de la planification, de l'organisation, hein, la planification nous permet une meilleure gestion du temps, hein, de voir les étapes individuelles d'une tâche, puis nous aide à établir les priorités, à se faire un plan. Donc, d'être capable de voir le temps, de respecter les délais. C'est là qu'on va voir des fois des petites difficultés. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Et au niveau de l'organisation, c'est s'organiser dans l'espace, dans ses pensées également, hein, prendre connaissance d'un problème, d'être ici maintenant, trier les informations qui sont pertinentes ou pas. D'interroger sa mémoire, de rechercher des informations pour savoir comment faire puis quand le faire. Hein, c'est trier les informations, les infos disponibles. Ça nous permet de conduire un projet à terme en ayant les capacités de le mettre en ordre, en mettant de l'ordre dans les informations, les actions ou matériels. C'est garder une trace de ces objets. Hein, des fois, avec les adultes que je rencontre le matin quand on part pour le travail, il y a une certaine base du Macarena. J'ai-tu mes clés, mon cellulaire, mon portefeuille? C'est là que l'organisation entre en œuvre. Donc, comment on va voir ça au niveau du travail? On va avoir des difficultés à organiser son travail, son espace de travail. Hein, des fois, on va avoir plusieurs piles de feuilles, organiser sa pensée, gérer ses priorités. Tendance à s'égarer un peu partout, de perdre ses objets. Hein, les fameux crayons. On a souvent une personne dans notre travail qui se ramasse avec tous les crayons parce qu'elle oublie. Elle va dans le bureau, elle prend un crayon, prend une note, pas avec le crayon. Et là, tout le monde cherche ses crayons. C'est souvent dans le même bureau, dans le bureau de la même personne. Quand je parlais d'organisation de planification, l'exemple que je voulais donner, j'ai un ami qui a un très gros TDAH, mais il ne s'en cache pas, et a beaucoup de difficultés avec la notion du temps. Donc, estimer le temps que va prendre une tâche peut être très difficile. Il nous invite pour une pendaison de crémaillère
On parle avec lui. Il nous dit, ah, mais j'ai de quoi faire sur le patio, mais c'est une petite job de 2 heures. Là, ça ne sera pas long. Fait que, vous allez arriver, ça va être fait. Quand on est arrivé, en fait, ça faisait 2 jours qu'il était sur la tâche. Il n'avait pas vu l'ampleur de la tâche dans son ensemble et a eu de la difficulté à organiser et à planifier ses actions. Fait que quand tous les invités sont arrivés, il est encore à, à visser des planches. C'est là qu'on voit des difficultés à ce niveau-là. Au niveau de la gestion des émotions, je vais le garder pour la fin. Je vais revenir avec la flexibilité. Euh, Au niveau de la flexibilité, c'est la capacité à modifier ses plans, ses stratégies quand il va arriver une situation imprévue. Hein, c'est se revirer de bord sur un dixine, finalement. Donc, des fois, c'est difficile pour une personne qui a un TDAH de démontrer une flexibilité. Parce que quand on a une idée dans la tête, on l'a pas dans les pieds. Et des fois, c'est plus difficile de se réajuster. Euh, donc, s'il y a une nouvelle procédure, mais que l'ancienne nous faisait notre affaire, des fois, on va voir les personnes qui ont un TDAH avoir plus de difficultés à faire ce changement-là de façon de faire, par exemple, de méthode de travail. Puis au niveau de la régulation des émotions, euh, ben, c'est plus difficile. La gestion des émotions, c'est pas nécessairement tout dépendant des modèles qu'on utilise. La gestion des émotions n'est pas nécessairement une fonction exécutive, mais elle va avoir un impact sur toutes les fonctions. Donc, si je suis stressée, si je suis en colère, si je suis super de bonne humeur ou si je vis de la peine, par exemple un deuil ou des choses comme ça, bien, ça va avoir un impact sur la façon que je vais m'activer, sur ma mémoire de travail, sur mon organisation, ma planification, sur ma flexibilité, parce que mes émotions vont prendre toute la place. Et avec la gestion des émotions, ben, on voit aussi l'inhibition. Hein, l'inhibition, elle n'était pas indiquée sur mes diapos, mais c'est une fonction exécutive. L'inhibition, c'est nos freins. C'est notre feu de circulation qui nous permet de nous arrêter, qui nous empêche, puis d'évaluer si on peut dire ça ou si on peut faire ça. Hein, je crois que c'est Annick Vincent qui disait avoir un TDAH avec des difficultés d'impulsivité, c'est comme avoir un cerveau de Formule 1 avec des freins de vélo. Ça va vite, mais c'est plus difficile d'arrêter quand ça va à 300 km/h. Donc, on va voir là, à ce niveau-là l'impulsivité embarquée, surtout au niveau de la régulation émotionnelle. Mais l'inhibition, c'est aussi faire abstraction de ce qui se passe autour de moi pour me permettre de rester concentré. Comment ça se manifeste au travail, un TDAH? C'est là qu'on voit que c'est intéressant. Des fois, ça peut être super positif, mais on voit aussi beaucoup de défis. Hein, la gestion des difficultés, de la gestion du temps, de la procrastination, des retards. Ben, c'est souvent ce qui est relaté. Fait que là, c'est sûr que ça ne sera pas nécessairement toujours positif ce que je vais nommer, mais on va aller voir les forces. Tout à l'heure, inquiétez-vous pas. Les gens vont se faire parler d'erreurs, de défauts de qualité, d'oubli. On va avoir des manquements. On va être désorientés par des instructions verbales. Si on fait juste me le dire, probablement que je ne le retiendrai pas. Mais si je le vois ou si je le fais, qu'on me le montre en même temps, que je peux le reproduire en même temps, là, ça va être plus facile. On a la désorientation, la perte de temps, le stress. Hein, avoir un TDAH, mais des fois, ça peut être une source de stress. Ça va nous impacter. Ça va avoir des répercussions sur notre vie personnelle. Hein, si on a des difficultés au travail, mais quand on revient à la maison, c'est difficile de faire abstraction de ces difficultés-là, on les ramène. Et là, ça va être plus difficile. Des relations qui peuvent être tendues avec certains collègues, au niveau des communications, des relations interpersonnelles. Euh, difficul- des difficultés au niveau de l'écoute active. On va entendre, mais pas écouter. Peut avoir de l'impulsivité verbale,
Donc, je vais dire ce qui me passe par la tête. En réunion d'équipe, des fois, ça peut nous jouer des tours. On peut avoir de l'interprétation sociale. Donc, interpréter ce qui nous est, ce qui se passe. Donc, prêter des intentions, par exemple. Je rentre dans une pièce, les gens arrêtent de parler. Oh mon Dieu, c'est sûr qu'ils parlaient de moi, qu'ils parlaient dans mon dos. Et là, ça peut amener une situation de conflit. Au niveau de la stabilité professionnelle, on va voir souvent les gens qui ont un TDAH avoir plusieurs changements de carrière. Euh, et là, ça peut être d'un pôle à un autre. J'ai une personne que j'ai eue dans mes suivis qui a été policier, boucher, qui a travaillé en usine parce qu'à un certain moment, perdait le challenge associé au travail, perdait l'intérêt, donc avait besoin de changer de travail. Et des fois, on va voir la progression de carrière qui va être ralentie. Le TDAH, ben, au travail, ça coûte cher. Hein, au Canada, on estime qu'il y a des pertes de 6 à 11 milliards de dollars chaque année en raison des pertes de productivité de certains employés en milieu de travail. Ce n'est pas nécessairement parce que l'employé en soi a un TDAH, ça peut être parce que c'est un parent d'un enfant qui a un TDAH, mais globalement, associé au TDAH, on parle de 6 à 11 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien. Les adultes qui ont un TDAH sont 20 moins susceptibles d'être régulièrement employés, vont gagner en moyenne 16 de moins que les autres en termes de salaire, parce qu'au niveau des bonus, par exemple, au niveau de l'avancement, ben, vont avoir, on va voir des inégalités. 3,5 de la main-d'œuvre de 10 pays souffrait d'un TDAH. Hein, c'est 143 millions de jours de perte de production avec une moyenne de 8,4 jours de maladie supplémentaire ou d'absence par année. Donc, ça fait beaucoup de jours où ça ne tourne pas nécessairement comme ça devrait. Les personnes qui ont un TDAH sont 61 plus susceptibles d'avoir été congédiées, 33 plus susceptibles d'être mises à pied, 53 plus susceptibles de quitter leur emploi. Bien entendu, souvent, ce qu'on va voir, c'est dans des situations où le TDAH n'est pas pris en charge, que ce soit par la pharmacothérapie, par des stratégies d'adaptation. Donc là, ça devient différent. Et une étude au niveau du stress, des maladies liées au stress au travail. 24 des employés en congé de maladie de longue durée en raison d'une maladie liée au stress, burn-out, dépression, répondaient aux critères diagnostiques du TDAH. Donc, quand même, on voit que ça a un impact. Puis au niveau des entreprises, mais ça a aussi un coût parce que quand je change d'employé, quand je dois remplacer un employé, ben, il y a des coûts liés à la formation d'un nouvel employé. Donc, des fois, on oublie ce côté-là. Donc, quand on dit qu'il y a juste un TDAH, ben, finalement, ça touche beaucoup plus. Et c'est là l'importance du diagnostic de la prise en charge. Ça va avoir des impacts au niveau de la confiance en soi, au niveau relationnel, sur le plan des comorbidités. Hein, quand on parle de troubles anxieux, de troubles d'apprentissage, on voit une bonne augmentation, une bonne prévalence au niveau des troubles d'opposition, des troubles de conduite. Sur le taux de consommation de substances, d'arrestation, d'incarcération. Au niveau du trouble de substance, d'abus de substance, c'est une personne qui a un TDAH qui n'est pas prise en charge. On estime qu'il y a 75 environ de plus de chances d'aller vers l'automédication, que ce soit par l'alcool, la drogue. Donc, ça a quand même un impact là, très important quand on n'a pas le bon diagnostic ou quand on n'est pas pris en charge. Au niveau des types d'intervention, ben, on a les stratégies comportementales. Donc,
ce que vous faites avec les associations PADA, par exemple. Hein, les groupes de soutien, les petites interventions qu'on fait dans le quotidien, qu'on va aller voir aussi, qui vont nous aider à gérer les manifestations associées au TDAH. On a du support pharmaco, hein, donc au niveau de la médication, mais ce n'est pas magique. Ça ne fait pas tout. Il y a une grosse partie qui appartient aux stratégies et à l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est bien dormir, hein, parce que si on ne dort pas bien, notre cerveau n'est pas en mesure de récupérer, de faire le ménage aussi. Mais l'alimentation, l'exercice physique, l'utilisation des écrans au quotidien, parce que ces appareils-là, comme le cellulaire, une adulte m'avait dit, c'est un piège à TDAH, parce que si je vais sur TikTok et que je monte les vidéos un après l'autre, ben, je peux passer des heures sans m'en rendre compte. Donc, et là, ben, je ne prends pas soin de moi. Mais tout ça, toutes ces interventions-là possibles, ben, un employeur ne peut pas vous obliger que vous les mettiez en place, ne peut pas vous exiger de prendre une médication. Il peut vous inviter à aller consulter, à aller chercher de l'aide, mais ne peut pas vous obliger. C'est très important. Et divulguer ou pas son TDAH, hein, son diagnostic de TDAH, ben, c'est un choix personnel. Il faut peser le pour, le contre de nommer qu'on a un TDAH. Parce que ça peut ouvrir le dialogue, puis permettre de mettre plein de choses en place, mais ça peut aussi créer des barrières. Hein, surtout si on a, par exemple, un employeur qui est très fermé. Ou là, ben, ça se peut que vous ayez besoin de vous préparer, mais d'avoir de l'information sur le TDAH, de pouvoir donner, de pouvoir référer à des ressources qui peuvent faire cette sensibilisation-là. Nous, au Saguenay, c'est quelque chose qu'on fait. Quand les gens ça nous arrive qu'on a des demandes, où on va aller dans les milieux de travail et on va aller discuter avec les équipes de gestion pour parler du TDAH, pour faire un peu de sensibilisation, parce que c'est pas anodin. Faut se préparer si on fait le choix de divulguer son TDAH, son diagnostic. Hein, on va choisir à qui parler. Est-ce que je parle à mon supérieur, mon superviseur, ou est-ce que je veux parler vraiment à la personne qui est, par exemple, aux ressources humaines ou au grand patron? Ça va aussi avec le lien, hein, avec qui je vais parler. Ça va déterminer beaucoup comment je vais m'y prendre. Il faut connaître ses besoins, puis apporter des mesures d'accommodement possibles. Donc, pas dire j'ai un TDAH, j'ai besoin d'accommodement. Il faut apporter un certain niveau, une certaine préparation. Donc, je vais nommer c'est quoi les changements bénéfiques qui seraient pour moi. Spécifiques et bénéfiques. C'est quoi les bénéfices pour moi? Hein, d'avoir un espace calme, ben, ça me permet de travailler sur certaines tâches. Pour travailler sur certaines tâches, ben, ça va me permettre d'augmenter ma concentration et d'avoir un meilleur rendement. Hein, de justifier les bénéfices de ces mesures d'adaptation-là. Hein? Enregistrer les réunions en audio, ben, ça peut m'aider à me préparer ou à avoir une idée plus précise au niveau du minutage. Comment ces adaptations-là vont augmenter ma productivité au travail? Ben, arriver une heure plus tôt, une heure avant les autres, par exemple, ben, ça me permet d'accomplir des tâches plus complexes sans être dérangé. C'est le genre de choses qu'on peut nommer à notre supérieur. Est-ce que ces demandes-là sont raisonnables? Est-ce qu'elles vont incommoder notre employeur ou est-ce qu'elles vont incommoder nos collègues? Puis en quoi ces mesures d'adaptation-là vont apporter des solutions à nos difficultés antérieures? Bien, de planifier les réunions, par exemple, aux 2 semaines avec mon superviseur, ben, ça va m'aider à mieux gérer mon temps puis au niveau des projets. C'est le genre de préparation qu'on doit préparer.
Ça se prépare. Vous pouvez demander de l'aide à un intervenant. Écrivez-le, hein, idéalement. Mais ça peut arriver qu'à premier abord, mais l'employeur refuse de mettre des mesures. Et là, ben, ça pourrait être une bonne idée de lui rappeler qu'il y a des lois. Il y a des commissions provinciales, fédérales des droits de la personne qui obligent l'employeur à mettre des mesures en place pour aider les travailleurs qui ont un TDAH parce que c'est considéré comme une invalidité. J'aime pas dire, mais hein. Donc, faut leur rappeler. Mais c'est aussi important de garder les choses le plus amicales possible. Et sinon, ben là, on peut monter au niveau que ce soit l'Office de protection des personnes handicapées, Commission des normes du travail, c'est des choses qu'on peut faire. Je vais regarder au niveau du temps. Ça va. Au niveau des stratégies de gestion du TDAH au travail, ben, ça peut différer d'une personne à l'autre parce que chaque personne est unique. On n'a pas tous les mêmes défis au même moment, les mêmes défis tout court. Et ça ne devrait pas affecter les autres. Hein, parce qu'au niveau de l'équité, ben, c'est important. Euh, donc, c'est là qu'il ne faut pas que ça affecte les autres collègues. Mais on va aller voir quelques mesures, quelques accommodements qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place, qui ne dérangeront pas nécessairement les autres et qui peuvent bénéficier, puis que les autres peuvent bénéficier également. C'est des mesures un peu universelles, je vous dirais. Au niveau de la concentration, de l'attention et de la concentration, hein, de réduire les bruits ambiants ou de mettre un bruit de fond, hein, les bruits blancs ou une musique de milieu de travail où ça va être la radio qui va jouer. Et là, une chanson part, il y a une discussion, il y a un concours. Et là, ben, ça nous dérange. Tandis que si c'est une musique qui est plus calme, qui est sans parole, mais ça peut aussi aider énormément parce que ça vient jouer sur au niveau du cerveau. Je ne dis pas d'écouter du Bach et du Mozart à tous les jours, mais ça peut être aidant dans certaines périodes. Il faut enlever le plus possible, enlever les stimuli imprévisibles, réduire les stimuli visuels. Donc, je suis chez moi, vous ne voyez pas derrière, mais il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui sont affichées derrière moi, mais le mur devant moi est complètement libre et on ne voit pas. Je n'ai pas de stimuli visuels. Donc, si j'avais des affiches, un autre écran avec la télé, par exemple, name it, ben là, ça me dérangerait. Je n'ai pas de TDAH, mais ça me dérangerait quand même. Hein, réduire les stimulations corporelles. Donc, le chaud, le froid, la faim, hein, se garder des collations à proximité, par exemple. Les chaises inconfortables, avoir une bonne chaise de travail, c'est important parce que ça va devenir un facteur de stress qui va avoir un impact sur mon attention, sur ma concentration. Éliminer le multitâche. Hein, on a beaucoup de gens qui vont nous dire: Ah, mais moi, je suis capable de faire plusieurs choses en même temps. Effectivement, ça se peut. Mais faire plusieurs choses en même temps ne nous permet pas de faire les choses de façon complète et de se dédier complètement à la tâche. Donc, une tâche à la fois, le plus possible. On va diviser les tâches en étapes, hein, en petites parties. Donc, les tâches qui sont plus monotones, plus difficiles, on voit la grosse tâche et on dit: Mon Dieu, ça va être difficile, ben, on va aller la morceler et y aller en petites étapes pour faciliter la mise en action. On va utiliser des outils de gestion de projet. Je vais vous en présenter tout à l'heure avec la matrice des priorités. Ça en est un, mais il y a plein d'applications possibles où on va avoir de la gestion qui peuvent nous permettre la gestion de projet, où on va avoir les tâches. Et quand elles sont faites,
Par exemple, Asana nous permet de faire des listes de choses à faire, puis une fois qu'elle est faite, ben, elle disparaît. Donc, j'enlève le stimuli visuel et une fois qu'elle est faite, ben, je suis capable de dédier mon attention ailleurs. Je vais structurer mon environnement de travail le plus ergonomiquement possible pour me permettre d'être concentré, d'être attentif. Je vais utiliser des outils de gestion du temps pour éviter aussi de tomber dans l'hyperfocus. Parce que l'hyperfocus, des fois, ça peut aussi avoir des impacts euh, négatifs, désagréables. Parce que si je rentre à fond dans ma tâche, ben là, je ne vois plus, je suis plus capable de m'en détacher. Donc, de mettre des timers, des minuteries, des alarmes, mais ça va me permettre aussi de sortir un peu, d'être en mesure de revenir dans ma plus concentrée. De prévoir des pauses. Les gens qui ont un TDAH ont tendance à oublier de prendre des pauses. Donc, c'est important. Ça permet de prendre un pas de recul, de répondre à des besoins physiques. Des gens qui arrivent, voyons, j'ai mal à la tête au bout de la journée, mais je me rends compte qu'il n'y a pas pris de pause, qu'il n'y a pas bu d'eau. Ça va avoir, ou qu'il n'y a pas mangé, mais on va dire, on va travailler sur prendre des pauses, prendre des temps d'arrêt et varier les tâches. Parce que si je suis toujours dans des tâches qui sont monotones, qui sont euh, très chargées cognitivement, ben je vais perdre mon temps de concentration. Là. Parce que quand on parle chez une personne qui est neurotypique, chez un adulte, le temps de concentration dans une tâche qui est inintéressante est d'environ 90 minutes. Mais quand on parle avec une personne avec un TDAH, ben, on doit couper peut-être de 50-60% ce temps-là. Donc, on va avoir davantage 30-45 minutes de temps de concentration où je vais être plus en mesure d'être attentif. Donc, des fois, de varier les tâches, de planifier mes tâches en fonction de mon niveau d'énergie, de mon niveau de concentration, ça va avoir un impact. Quand je parle d'organiser, de planifier mes choses, ben, il y a 4 étapes. Prendre connaissance du projet ou de la tâche à accomplir, identifier les étapes, prévoir la réalisation de ces étapes-là, puis passer à l'action. On va aller les voir un petit peu plus. Quand on prend connaissance d'un projet, d'une demande ou d'une tâche à accomplir, bien là, il y a plein de choses. Je peux me faire des to-do list, je peux me créer des routines, je peux utiliser la matrice d'Eisenhower. La matrice d'Eisenhower, c'est la matrice des priorités. On a 2 axes au niveau d'une gestion de priorité. L'axe d'urgence, l'axe d'importance. Ce qui nous donne, comme vous voyez sur ma présentation, 4 possibilités. Quand c'est important, quand c'est urgent, ben c'est ce que je dois faire aujourd'hui, au maximum demain. C'est ce que je dois faire tout de suite, sinon s'il y a du retard, mais ça va avoir des conséquences. Par exemple, ben là, je vais prendre par exemple un exemple à la maison, parce que c'est un problème d'adulte. Mon chauffe-eau pète. Ben là, on est pas mal dans de l'urgence importante, parce que si je ne pose pas une action tout de suite, ça va avoir des conséquences, ça va nécessiter des plus grandes rénovations. Quand on a de l'urgent, mais pas important, c'est dans les choses que je vais faire cette semaine. Des choses que je vais planifier dans mon calendrier de la semaine, ou que si je ne suis pas en mesure de le faire cette semaine, mais que je vais déléguer, idéalement. Quand c'est pas urgent, mais important, c'est ce que je vais faire dans le courant du mois. Ce que je dois planifier davantage pour me permettre d'atteindre mes objectifs. Puis quand c'est pas urgent, pas important, ben c'est ce que je vais éliminer, ce qui va être un peu plus superflu, qui va nous distraire de l'essentiel. Souvent, c'est les petites tâches, on va dire les petites tâches qui ne demandent pas trop de jus de cerveau. On va le dire comme ça. Faire le tri dans mes courriels, c'est pas urgent, c'est pas nécessairement important. Mais si j'ai le temps, ben, je vais aller le faire. Quand les personnes qui ont un TDAH vont très bien performer dans l'urgent important parce que je n'ai pas le temps de me mettre à m'inquiéter. Il faut que je le fasse ici maintenant. Puis dans le peu urgent, pas important aussi. Habituellement, ça va bien.
à ce niveau-là. Quand c'est pas urgent, mais important, ou quand c'est pas important et urgent, c'est là que des fois, ça va devenir plus difficile. Donc, de prendre sa to-do list, puis d'aller la replacer hein, dans ce tableau-là, nous permet d'avoir une image plus globale de ce que j'ai à faire en fonction des priorités. L'idée, c'est pas de faire que du urgent et important. Sinon, le niveau de stress est toujours élevé et là, ben, c'est pas génial. Mais c'est d'aller se promener dans ces tâches-là. À la fin de la journée, là, quand il me reste un 15 minutes, que je n'ai pas le temps d'embarquer dans une grosse tâche, ben c'est là que je peux peut-être faire ma petite tâche de gestion de courriel, par exemple. Et ça peut être dans des choses comme ça. Il y a des étapes à étudier au niveau. Il faut identifier les étapes pour accomplir une tâche. Donc, on va visualiser puis opérationnaliser. Et c'est là qu'on va on va se créer des objectifs. Hein? Les objectifs, c'est avec la méthode SMART. Hein? Mon objectif dans ma tâche doit être spécifique, donc vraiment clair, précis, doit être mesurable, peut être ambitieux, mais que je vais être capable de faire, hein? Qui va être réaliste et qui va être fixé dans le temps. Je vais avoir une limite dans le temps. Donc, c'est vraiment ce que je vais aller voir à ce niveau-là. Prévoir la réalisation des étapes, mais on peut utiliser un agenda, que ce soit un agenda papier, que ce soit un agenda numérique. Hein, il y a tout, c'est dans le choix de ce que vous voulez, de ce que vous utilisez. Un agenda papier permet vraiment de manipuler un crayon. Des fois, ça permet de mieux ancrer l'information. Avec l'agenda numérique, on peut mettre des rappels. Donc, ça peut aussi nous aider, chose que l'agenda papier ne me fera pas. Je n'aurai pas de rappel sonore que j'ai une réunion dans 15 minutes, par exemple. Connaître la durée des étapes, puis fixer cette durée-là. En fonction de mon niveau d'énergie et de mon niveau de concentration. Ma grosse tâche qui va être très lourde, qui va me demander beaucoup de concentration, je ne la mettrai pas nécessairement en fin de journée si je sais qu'en fin de journée, j'ai plus d'énergie. Je vais la mettre davantage en début de journée. Ces tâches-là, mais c'est là qu'on va aller les placer. Puis on va bloquer des plages horaires. Hein, où cette plage horaire-là, elle est dédiée à une tâche spécifique. Donc, c'est impossible. On ne se fait pas déranger et on n'accepte pas d'autres tâches idéalement parce qu'on veut vraiment dédier aux étapes à accomplir. Puis quand on utilise les agendas, que ce soit numérique ou papier, mais on peut utiliser des codes de couleurs. Donc, ça permet d'avoir un meilleur visuel. Hein? Mes réunions sont en bleu, mes périodes de rédaction vont être en rouge, les activités sociales vont être en vert, par exemple. Hein? Donc, ça me permet d'avoir un meilleur visuel. Quand j'ouvre mon agenda, ben, je suis capable de voir, OK, j'ai tant de réunions, j'ai tant de rencontres, puis j'ai du temps pour faire mes rédactions. Ça va être une possibilité. Une fois que tout ça est fait, ben, c'est le temps de passer à l'action. C'est le temps de se mettre à la tâche. Et au niveau de l'organisation matérielle, on va se développer des routines, on va utiliser des post-it, des cahiers de notes, on va se créer des catégories. Utiliser des cartables à anneaux, ça peut être super, super facilitant. Puis on peut utiliser des applications pour la gestion de tâches, la gestion de temps. Mais ça, on en a parlé aussi tout à l'heure. Quand on parle d'agitation, ben, de stimuler l'activité physique dans l'entreprise, de prendre des pauses actives. Hein, que c'est pas je vais prendre ma pause, je vais aller m'asseoir dans la salle de pause puis faire du cellulaire. Hein, ça peut être aller faire le tour du bloc, aller marcher un peu, je vais m'aérer le cerveau, je vais bouger, ça va me dégourdir, ça va me faire du bien. On peut varier les positions de travail. On peut avoir des bureaux à hauteur réglable, donc qui permettent de travailler debout ou assis. Utiliser des accessoires comme ça peut être des petites bagues sensorielles
Ça peut être des pop-it, des balles anti-stress. Je pensais que j'en avais une pas loin. Je ne l'ai pas. Euh, Ça peut être un élastique sur une chaise. Des choses qu'on voit avec les enfants, mais qui sont aussi aidantes pour les adultes. Hein? On va éviter les crayons à clic-clic, les crayons à billes qui font clic-clic, parce que ça va déranger les autres. Mais on va utiliser des accessoires qui nous permettent de bouger sans déranger. Ça peut être aussi simple que de manger de la gomme. Au niveau de l'émotion, des comportements, ben, on va aller observer nos émotions, les reconnaître, prévoir sa réponse. Hein, on va se donner des délais. On va revenir sur des décisions impulsives, puis savoir s'excuser quand on dépasse quand on dépasse le raisonnable, si on veut. Euh, ben, c'est de savoir s'excuser puis de dire hey, je suis allé trop loin, je m'excuse. Puis au niveau de l'anxiété, ben, d'utiliser la respiration abdominale, de la méditation, de la pleine conscience, visualiser, ben, ça aide à réduire le niveau d'anxiété. Au niveau de l'employeur, ben, l'employeur a des rôles à remplir au niveau des accommodements, puis un aménagement de travail adéquat. Comme gestionnaire, ben, c'est important de ne pas entretenir les fausses croyances concernant le TDAH, les idées qui pourraient être préconçues, qui vont affecter les perceptions de ceux qui présentent un trouble. C'est important d'écouter l'employé qui vient vous parler de son TDAH. Hein, c'est le rôle de l'employeur de prendre en compte les besoins. Et c'est pas donner un traitement de faveur quand on met des accommodements. C'est parce que si l'employeur voit ça comme un traitement de faveur, mais ça va engendrer de la stigmatisation et ça, c'est ce qu'on veut, éviter à tout prix. Et on veut promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de l'entreprise. Mais ça avoir un TDAH, avoir un employé qui a un TDAH, ça a des avantages. Hein, de leur permettre de pouvoir entreprendre plus d'une tâche à la fois, dans la mesure du raisonnable. Mais si le sujet les intéresse, ils vont faire preuve d'une grande concentration, d'une grande assiduité. On va les voir comme étant passionnés. Hein, ils sont dynamiques, sont ambitieux, ils ont un impact considérable dans les projets de l'entreprise. Ils ont toujours des idées qui sortent un peu du cadre, mais qui peuvent être très, très aidantes. Hein, ils sont très créatifs. Ils ont une grande curiosité qui les amène à vouloir comprendre en profondeur. Ils aiment prendre des risques, des initiatives. Les gens qui ont un TDAH sont souvent en mesure d'effectuer plusieurs choses, certaines tâches plus rapidement. Ou des fois de déléguer plus facilement quand ils ne sont pas capables de faire la tâche. Ils peuvent être très performants à l'approche d'une date butoir. Donc, plus le délai est serré, et là, on entre dans performe bien sous pression. Et là, ben, quand on parle d'aménagement de l'espace de travail, des zones plus calmes pour les réunions, on va éviter les bureaux à air ouverte, si possible. Hein, installer des cubicules, des bureaux fermés pour que les employés peuvent réserver aux besoins. Et ça, c'est TDAH ou pas. Quand on a des bureaux partagés puis qu'on a quelqu'un qui parle au téléphone, c'est difficile de se concentrer, mais si on a la possibilité d'aller dans un endroit plus calme, ben, ça peut nous aider aussi. Donner la possibilité d'avoir des bureaux assis ou debout, si c'est possible, et de faire appel à l'expertise d'un ergothérapeute pour rendre l'espace de travail plus efficace pour tous les employés. C'est des services qu'on peut demander. Quand on a un PAE, on peut faire la demande. Mais même si on veut aller au privé, c'est possible aussi. Mais l'employeur peut le faire. Et dans les accommodements, les accommodations possibles, ben, d'avoir des horaires flexibles en fonction justement du niveau de concentration, hein, de commencer plus tôt ou de terminer plus tard pour avoir des périodes de calme où il ne sera pas distrait par d'autres personnes. D'avoir un cadre de travail fixe. Hein, les rencontres, les réunions seront toujours au même moment. Il y a des choses qui ne bougeront pas dans l'horaire, par exemple. De permettre l'utilisation d'écouteurs ou de bouchons pour couper les bruits environnants. Il y a beaucoup de sources de distraction.
donner accès à des espaces calmes, permettre de prendre des pauses plus courtes et plus fréquentes. Hein, on n'a pas tous besoin d'1 heure pour dîner. Mais si plutôt que prendre 1 heure pour dîner, je prends une demi-heure, mais que je me permets de prendre peut-être une pause, deux pauses plus réparties, de plus dans la journée, mais qui me permettent de répartir mon temps, mais ça peut être possible. Donner l'opportunité de faire du travail à temps partiel quand c'est possible. Si l'employé répond bien au télétravail et fournir des formations supplémentaires selon les besoins de l'employé. Ça, c'est les devoirs, c'est les choses que l'employeur peut faire, mais qui peuvent aussi partie de ses devoirs, de permettre certains accommodements. Et il y a des ressources disponibles pour les employés qui vivent avec un TDAH. Hein, l'Association de PANDA de votre secteur, principalement la Naudière, mais il y en a un peu partout au Québec. On a le site bambousa.ca, je vais vous en parler à la fin. On a les programmes d'aide aux employés, donc le fameux PAE. Il n'y en a pas partout, il n'y en a pas dans toutes les entreprises, mais ça en fait partie. Les services de santé au travail, les comités SST. Vous pouvez avoir aussi d'autres informations sur cadac.ca, qui est le centre de ressources et de recherche et de soutien pour les personnes qui ont un TDAH. Et c'est canadien. Il y a beaucoup d'informations au niveau du TDAH en emploi. Puis bambousa.ca, mais c'est un projet que nous, on a créé il y a quelques années. C'est un projet à hauteur fédérale, donc à la grandeur du Canada, qui se trouve être une plateforme interactive, qui se forme de jeux, mais qui a plein d'outils, de stratégies pour soutenir les personnes qui ont un TDAH en emploi. Donc, je vous fais un petit... je vous laisse sur les paroles de Richard, le maire de Bambousa. Non, ça n'a pas voulu. À Bambousa, on t'enseignera des stratégies pour maîtriser 7 défis liés au TDAH. Ici, on ne survit pas au TDAH, on apprend à le célébrer. Donc, bambousa.ca, c'est un site, mais c'est aussi plein de ressources d'informations au niveau du TDAH. Donc, je vous invite, c'est gratuit. Allez voir, ça ne coûte rien. Donc, sur ça, je vous remercie.